que globalement, je suis entrepreneuse. Ça, c'est sûr, vu que je cumule plusieurs activités actuellement, même si ici, on est sur mon compte Laurie Look Inside. Et donc, c'est mon activité principale, c'est celle d'accompagnante en design humain. Donc, c'est un outil de connaissance de soi. Donc, j'accompagne les gens à vraiment à se connaître et à se reconnaître. Et ça, en fait, sous plusieurs angles, que ce soit dans un angle perso, business, ou aussi relationnel. Et donc, ça a toujours été un petit peu mon fil rouge, la connaissance de soi, parce qu'avant, j'étais graphiste. Et je suis toujours d'ailleurs graphiste web designer. Et du coup, j'avais toujours cette recherche d'identité, mais là, du coup, dans le visuel. Et j'ai aussi fait de la photo, j'ai voyagé, donc j'ai fait différentes activités comme ça. Mais aujourd'hui, là, en tout cas, ma spécificité et ce que je vais proposer au festival, c'est l'identité dans le sens connaissance de soi pour créer son business en étant aligné avec soi-même. Mon premier client que j'ai eu en tant que graphiste mais entrepreneur, je m'étais engagée avec un client déjà pour un tarif ridicule, voilà, donc hyper dévalorisant pour moi. Ensuite, avec un type de client qui voulait me faire signer un contrat. Donc déjà, ça en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance, ça doit toujours un petit peu nous alerter de vouloir signer un contrat comme si on allait être un petit peu l'employé de la personne qui ne nous considère du coup pas forcément comme une freelance, mais comme son employé. Du coup, il était hyper envahissant. J'arrivais pas à dire non. Un call qui devait durer 1 heure durait 3 heures. Enfin, il y avait plein de choses et en fait, ça a été une expérience très douloureuse parce que ça m'a tout mis en pleine figure en même temps, quoi, de pas savoir me valoriser, pas avoir cadré mon contrat, ne pas m'être protégée aussi, ne pas savoir dire non. Enfin, j'étais dans toute ma faiblesse. Donc comme ça, j'ai fait, on va dire, pour moi, ça a été, enfin, le plus gros fail dans le sens où ça a été un cumul comme ça de tous les petits trucs en fait qu'il faut pas faire. Et comme ça que j'ai appris en une fois sur un client. Et où du coup, après, en fait, les autres clients, après, je resserrais la vis et je dis, OK, maintenant, on pose les limites, on dit non, on pose le contrat. En me lançant en freelance, le côté un peu cool, ouais, ça va, on fait ça tranquillement, tout ça. Et en fait, non, je me prenais pas vraiment assez au sérieux. Et j'avais peur de vraiment dire ce que je sais faire, de vraiment le valoriser, vraiment y poser un vrai prix dessus. Et au fur et à mesure que j'ai affirmé ce positionnement, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'opposé. En fait, c'était que poser un cadre, ça libère. Ça libère et ça sécurise et ça fait du bien. Parce qu'au moins, chacun a dit ce dont il avait besoin. Chacun a bien posé ses conditions, en fait, et ça sécurise l'échange. Et comme ça, après, chacun se sent libre d'être qui il est, en fait. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de, ah ben moi, j'avais dit que je ferais ça et tu l'as pas fait. Enfin, c'est posé, c'est signé, il y a un prix. Si moi, je suis OK avec ça, que la personne en face est OK avec moi, et à partir de là, il y a eu que des partenariats après, des projets où ça allait de mieux en mieux, où l'échange était de plus en plus fluide parce qu'au fond de moi, j'étais dans l'affirmation de la valeur, on va dire, que j'ai. Trop bien. Alors, ma plus grande réussite, je vais être un peu philosophique là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question où spontanément, quand on parle de réussite, tu sais, j'ai envie de penser à un chiffre d'affaires ou à quelque chose de matériel ou à un certain contrat ou un truc comme ça un peu de valeur. Et en fait, je dirais que ma plus grande réussite finalement, c'est d'être là où je suis maintenant et en fait finalement et d'être cette entrepreneuse qui se découvre, qui s'affirme, qui se connaît et qui apprend de ses erreurs et qui continue en fait de progresser encore et encore et qui continue de se faire confiance malgré les difficultés en fait de continuer de rien lâcher parce que on a vite fait justement par mauvaise expérience de dire ben voilà moi c'est comme ça ce client il m'a tout pris je lui ai tout donné de rester dans ce schéma là et de rester dans ce truc on se dit de toute façon les gens ils ont jamais d'argent et après de rentrer dans un truc où en fait on rejette un petit peu la faute aussi sur l'autre et de finalement d'avoir eu assez confiance en moi pour à chaque fois finalement apprendre à me connaître et à rebondir et à être dans cette résilience à continuer parce que c'est aussi facile, hein, on nous dit toujours, enfin, euh, c'est un chemin qui n'est pas facile d'entrepreneuriat, surtout si on a envie justement de réussir, parce que c'est un chemin qui actuellement va un petit peu à contre-courant de plein de choses, de plein de manières d'être, de penser, et justement quand on est en capacité de voir ça,
ben, ça change tout et après, en fait, on peut tourner à son avantage toute cette mécanique-là, finalement, pour réussir. Donc, pour moi, en fait, c'est ça, ma plus grande réussite, c'est déjà d'avoir fait le grand saut, d'avoir eu assez confiance en moi pour aller vers ce pas-là quand j'étais en entreprise et que je me disais, non, mais c'est pas possible, la vie, c'est pas ça. Il est hors de question, en fait, que je reste dans ce système-là, en fait, et de m'être créé, on va dire, mon propre système, en fait, qui me convient et d'apprendre, en fait, à continuer à l'améliorer et à m'autoriser, du coup, aussi toute cette panoplie de changements de route et de suivre ce que j'aime, parce que c'est hyper inconfortable hein, de suivre tout ça parce que ça n'a rien de c'est hyper challengeant, mais même si au fond de soi on est ok pour le faire, il y a toujours bien sûr le regard extérieur qui peut rajouter dans l'environnement quelque chose de difficile. On dit bah je suis encore en train de faire comme personne, je suis encore en train de faire comme personne, et de dire est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire parce qu'apparemment personne va dans cette direction. Et et finalement de continuer, de dire bon bah si en fait finalement tant qu'on est dans le progrès et qu'on s'autorise à rater et qu'on s'autorise à corriger ça, bah après on réussit. Donc de rentrer dans cette mécanique-là fait qu'on ne peut aller derrière que vers le succès, que ce soit un succès matériel ou succès, voilà, notre définition du succès, on va dire. Mais voilà, après dans les réussites, on va dire de kiff personnel, bah, je pense c'est bah, d'avoir fait ce tour du monde, d'avoir bossé pour certains contrats dans le tourisme qui m'ont fait voyager, ou par exemple j'ai eu un super contrat où j'étais partie en Norvège, donc ça a été, enfin pour moi c'est des belles réussites. Et finalement aussi là, cette nouvelle activité Laurie Look Inside bah, que je fais finalement depuis un an et qui marche aussi très bien. Enfin pour moi c'est ça, la réussite, c'est juste de me dire bah, ça marche en fait, ça marche et tout va bien et tout est fluide et du coup c'est ça pour moi la réussite. Le human design, ça t'apporte vraiment cette lumière justement sur tes potentiels naturels. Et d'ailleurs, dans ma charte, j'ai cette fameuse énergie de la lutte, de l'entêtement à avancer en fait et aller à contre-courant. C'est un naturel qui est chez moi, en effet, qui est dans ma mécanique, qui est présent et qui fait que justement, moi, je peux ne pas me rendre compte ce que ça demande en fait, parce que bah, quelque part, en fait, c'est quelque chose qui est fixe et fiable chez moi. Donc, c'est ce que nous permet le design humain, en fait, c'est de nous remettre en conscience ces potentiels-là pour justement encore plus les valoriser et s'appuyer dessus. Et se dire, ah ben oui, en fait, ce truc-là, dont je pensais qu'il justement n'avait aucune valeur, en fait, ça en a une. Parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme quand dans les films, ils découvrent leur pouvoir et ils trouvent que c'est nul, ou alors ils n'arrivent pas à les utiliser. Ils disent, ouais, non, mais moi, ce pouvoir, c'est une malédiction, ou alors, non, non, mais ça, tout le monde sait faire. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, au début, c'est vraiment ce truc de c'est en sommeil, en fait, comme si ça se voyait pas, parce que bon, bah, ça se fait comme ça, ou alors au contraire, on a peur, on l'utilise pas. Et là, en fait, le design humain, ça nous permet juste de remettre en conscience et de dire oui, tu peux vraiment faire confiance à cette partie-là de toi, elle sait. Et ça, oui, ça a de la valeur. Et c'est vrai que c'est sur des choses aussi simples comme, enfin, aussi simple comme voilà avoir une capacité à visualiser ou une capacité à rebondir. On parle pas de faire de la magie, mais d'avoir conscience de ses capacités voilà de résilience ou à visualiser ou à faire les choses avec beaucoup d'engagement, avec de l'endurance ou ou avoir par exemple une intuition qui est décuplée. Enfin, ça nous permet justement de positionner tous ces potentiels en nous, de les reconnaître et de les réactiver parce qu'en fait ils sont déjà là. Ils sont déjà là et c'est juste qu'on fait comme si on les voyait pas parce que bah non, moi je sais, mais bon, tout le monde sait ce que je sais, alors voilà. Enfin, et du coup, encore une fois, pouf, on se dévalorise et on refuse de voir ce qu'il y a en nous, qui de toute façon va venir frapper à ta porte encore et encore jusqu'à ce que tu le reconnaisses et que tu dises ah oui, ok, c'est vrai, je sais faire ça. Donc le design humain, en tout cas, c'est un outil qui nous amène cette connaissance de soi très profonde, mais c'est pas un révélateur de voyance, hein, c'est un révélateur de ce qui est déjà là et qui vient nous dire ça c'est fixe et fiable chez toi, tu peux y faire confiance. Et il y a aussi une partie en fait qui est comment dire, comme dans l'improvisation, on va dire qui est assez libre et qui est ouverte à ton environnement. C'est-à-dire que c'est des capacités qui ne s'activent qu'en certaines présences de certaines personnes ou de certains lieux et qui du coup font office de conditionnement.
Et le conditionnement, ça peut être positif comme ça peut être négatif. C'est-à-dire qu'il y a des conditionnements qui nous aident justement à explorer des choses que d'habitude on n'a pas. Et c'est pas qu'on les a pas, c'est juste qu'au quotidien, c'est pas là tout le temps. Ça s'active que dans certains contextes. Donc ça aussi, ça nous aide à découvrir et à aller plus loin. Parce que ce qui est déjà là, en fait, c'est notre zone de confort. C'est pour ça qu'on la voit pas trop et qu'on se dit, bah, c'est simple, c'est facile. Voilà. Et souvent, cette zone de confort, elle est là pour être au service à ce qui est inconfortable. Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi, c'est de découvrir cette zone un petit peu dont on n'a pas conscience parce que on en fait l'expérience que dans certaines conditions, que dans certaines activations énergétiques en fonction avec qui on est ou de où on se trouve. Et ça nous permet après d'aller plus loin, en fait, d'aller au-delà de nos frontières, en fait, de ce qu'on connaît déjà pour expérimenter plus de choses et s'enrichir et découvrir, en fait, d'autres facettes de nous euh, qui au départ voilà sont très vulnérables en fait, hein, qu'on veut pas voir encore plus que celles qui sont déjà là en nous et qu'on utilise naturellement parfois sans même se rendre compte un petit peu par automatisme et par inconscient. Donc le design humain, ça permet de faire le lien entre les deux avec cette conscience qui est déjà là, notre intelligence cellulaire, ce qu'on fait un peu en pilote automatique dans notre corps, mais sans trop savoir pourquoi, mais on le fait. Comme moi, cette capacité de résilience que j'ai en inconscient, donc qui se fait en fait sans même vraiment c'est même pas du coup justement quelque chose que je me dis dans ma tête, bon allez on va rebondir, etc. C'est un élan de mon corps qui fait ça naturellement en fait, qui se met, qui a cette pression naturelle à avancer en fait et à rebondir. Et tout ça je le mets au service d'énergie que j'ai besoin encore plus d'apprendre à expérimenter pour comme les masteriser en fait et explorer voilà et sortir de cette zone de confort euh, oui, qu'on a besoin aussi de reconnaître au départ pour avancer et aller plus loin. Dans mon schéma corporel, il y a un centre énergétique qui s'appelle le centre sacral, qui est le centre du faire, en fait, hein, le centre de générer, de produire des choses et de créer, en fait, d'être toujours dans la création. Mais de le faire quotidiennement, régulièrement, avec une énergie fixe et fiable, quand ce centre est défini. Et quand ce centre n'est pas défini, on n'est pas là pour fonctionner comme ça. On est là pour avoir des pics énergétiques d'efficacité. De dire, je ne suis pas là pour faire tout le temps. Et je vais faire un petit peu à un moment, mais je vais vite me rendre compte qu'en fait, quand je fais un petit peu, mais au bon moment, en fait, j'ai été très efficace. Et donc, quand on a ces zones, en fait, qui sont non définies et fonctionnent différemment, elles sont ouvertes au conditionnement. Donc, moi, par exemple, dans mon énergie, je suis conditionnée à faire beaucoup. À dire je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire un petit peu tous les jours parce qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire. Alors que ma mécanique me dit, tu n'as pas besoin de faire tous les jours parce que quand tu fais, tu es efficace. Donc tu as plutôt besoin d'avoir un rythme euh, de pic énergétique à faire les choses qu'à un certain moment, quand l'énergie est vraiment là. En fait, par défaut, ma mécanique me dit, je ne suis pas disponible énergétiquement tout le temps, et pourtant j'ai été conditionnée à l'être. Donc, à être toujours dans cette disponibilité énergétique à faire encore, à dire oui, ok, il y a ça à faire, ok, je le fais, il y a ça à faire, ok, je le fais. Juste dans cette mécanique de oui, oui, d'accord, je m'engage, je fais ça, oui, oui, je m'engage, je fais ça. Alors que ma mécanique me dit, t'as pas à être comme ça, en fait. T'as pas à être comme ça parce qu'en fait, en fait, c'est censé m'apprendre à vraiment reconnaître quand l'énergie est là. Et que sinon, le reste du temps, c'est comme si j'outrepassais, on va dire, la volonté de mon corps qui n'est d'abord de se reposer avant de faire. Ok, Donc ça peut être cette mécanique-là. ça veut dire quoi est défini ou n'est pas défini? Alors c'est quand je dis c'est défini, ça veut dire que l'énergie est là. Donc ça va Ok. être par exemple quelqu'un qui a un sacral défini, donc c'est quelqu'un qui a de l'énergie constante à créer et à faire tous les jours. Donc pour qui c'est bien et naturel de fonctionner comme ça parce que même on va l'encourager à aller au bout de cette jauge d'énergie vitale, un peu comme dans les jeux vidéo, on va lui dire mais toi tu as bien de l'énergie tous les jours en accès constant, donc tu peux faire en effet tous les jours. Et il y a même des hauts potentiels énergétiques qui sont en plus en capacité de passer à l'action très rapidement. Au-delà de vouloir créer, ils vont faire et agir et manifester très rapidement ce qu'ils souhaitent faire. Mais tout le monde n'est pas câblé comme ça. Hmm. Donc, par exemple, pour ces hauts potentiels énergétiques qui passent rapidement à l'action et qui font plein de choses, quand ils sont à côté d'une quelqu'un qui a une mécanique qui dit
moi, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin en fait de passer rapidement à l'action et de faire tout le temps plein de choses parce que je fonctionne plutôt par pic. Ok, Mais dans le ok. conditionnement, vu qu'on est plutôt dans une mécanique où voilà, il faut travailler tous les jours, il faut faire tous les jours, on va à l'école tous les jours, on va au travail tous les jours. Donc du coup, on Mm. a été conditionné à avoir cette constance à faire les choses. Alors qu'il y a quand même à peu près, d'après le design humain en tout cas, dans notre mécanique énergétique, 30% des gens qui ne sont pas forcément faits pour faire tout le temps en fait. Donc ça peut être ça le conditionnement qui se joue et qui fait que du coup voilà, on a ce naturel à dire ouais, je vais faire, je vais faire, je vais faire, mais en fait c'est par conditionnement mental plus que par vraiment fonctionner et respecter sa propre mécanique qui dit mais en fait d'habitude enfin, si moi je fais ça, je suis une très bonne candidate au burn-out et je vais rapidement au burn-out parce que je n'ai pas écouté ma jauge énergétique qui me disait mais là en fait tu n'es pas disponible maintenant. Comme un thème de naissance en astrologie, c'est basé sur nos coordonnées de naissance, parce que ça permet de nous géolocaliser à un certain moment, à un certain endroit, avec une certaine configuration énergétique qu'il y a eu à ce moment-là, qui en fait nous a amené une partie de qui on est. Il y a une deuxième partie de qui on est qui s'est fait bien sûr dans l'utérus et dans le ventre de notre mère, c'est l'intelligence cellulaire. Et donc à la naissance, les deux s'assemblent et s'activent. Et donc après ce schéma corporel, donc c'est pour ça qu'il est basé sur notre date de naissance et sur le, on va dire la disposition énergétique qu'il y avait à ce moment-là qui fait que je suis ce que je suis en fait, issu du brassage génétique forcément de mes parents et de ma famille, mon intelligence cellulaire et ma conscience que j'ai reçue dans la disposition énergétique qu'il y avait ce jour-là, qui fait que j'ai certaines activations génétiques en moi que d'autres n'ont pas parce que ceux qui sont nés le lendemain ou 3 jours après, il y avait d'autres en fait informations énergétiques qui avaient changé en fait dans l'environnement et qui font que la personne elle a reçu d'autres activations génétiques. Il y a toujours de toute façon la part d'inconscient dans notre corps qui fait que on reçoit certaines activations issues par le brassage génétique et par nos parents, etc. Dans notre charte, dans notre composition de notre schéma, comme dans notre composition physique, on porte bien sûr des gènes qu'on a en commun avec nos parents, nos grands-parents, etc. Et dans après la manière de l'expérimenter, ça peut varier bien sûr. Et c'est la conscience aussi qui est amenée à un instant T et qui crée après aussi cette sensation en nous de dualité d'ailleurs de conscient-inconscient. Donc après, en tout cas, pour revenir sur le schéma corporel, donc il est bien du coup actif grâce à cette date de naissance. Et donc grâce à ce calcul qui se fait à l'instant T où on est né et aussi 3 mois avant quand on est dans le centre, dans l'utérus, dans le ventre de notre mère, c'est ça qui fait obtenir majoritairement la charte. Après, l'algorithme en soi qu'il y a derrière n'est pas forcément, on sait pas. Mais après, il y a ce mélange de toute façon, donc d'astrologie, où en fait, avec les coordonnées de naissance, l'alignement énergétique qu'il y avait à ce moment-là, avec les planètes, etc. Et après, ça nous permet d'obtenir ce schéma qui est un mélange des chakras indiens, mais sauf qu'on en distingue 9 en design humain, qui mélange aussi avec la Kabbale, qui permet en fait dans le schéma corporel de reconnecter les centres entre eux pour faire circuler l'énergie avec certaines thématiques. Et on a aussi le Ching ou le I Ching. Alors ça, je suis désolée, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Où là, en fait, on nous amène aussi des tonalités d'expérience, on va dire, à cette composition énergétique. Ok, waouh, ça a l'air quand Ouais, même c'est assez très complexe. complet. Ça peut faire un peu peur, mais c'est vrai que majoritairement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de la mécanique énergétique qui est directement en lien, en fait, avec notre génétique. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cet atelier? Ben déjà, on va poser les bases du design humain parce que, en fonction, en effet, je sais que c'est un outil qui est nouveau, donc ça peut, en effet, voilà, tout ce schéma corporel, etc., poser des questions. Donc déjà, il va y avoir une initiation rapide à ce qu'est le design humain, un peu comme je viens de faire là, mais avec le schéma sous les yeux, c'est plus parlant pour un peu poser les bases du vocabulaire, de ce qu'on voit, etc., selon aussi on va dire, le niveau des participants. Si jamais ils connaissent, peut-être qu'on ira plus loin. Mais en tout cas, ce que l'on va faire principalement durant cet atelier, c'est de justement connecter en fait sa mécanique à son business, c'est-à-dire de comprendre quelles sont déjà les auras, en fait, les mécaniques de base qui ressortent, on va dire, en majorité, voir dans le groupe qui a quelle mécanique,
et de voir du coup, selon la mécanique de chacun, comment est-ce qu'il peut l'associer à son business. Donc vraiment, comment il peut s'aligner, parce que encore une fois, pareil, dans l'entrepreneuriat, il y a toutes ces stratégies marketing de on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça, etc. Et encore une fois, c'est vrai que là, avec le design humain qui nous apporte cette connaissance de soi très profonde, ça nous permet de se rendre compte pourquoi certaines stratégies ne marchent pas chez nous. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on applique, on dit oui, j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait faire et ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Et là, en fait, justement, grâce au design humain, en allant se connaître en profondeur, on comprend pourquoi dans nos énergies, dans notre mécanique, ça n'a pas marché pour nous, en fait, et qu'il n'y a rien qui cloche. C'est juste qu'on a une autre manière de faire les choses qui va plus respecter notre mécanique et nos énergies pour que ce soit bien ressenti par nos clients et qu'on soit bien reçu et accueilli pour ça. Donc c'est ça qu'on va voir pendant l'atelier. Donc déjà, premièrement, voilà, introduction au design humain. Et deuxièmement, on va poser les bases de la mécanique pour comprendre dans ton business comment mécaniquement tu devrais fonctionner pour prendre tes décisions, pour vibrer et t'aligner à ton business et pour du coup activer en fait une meilleure communication avec tes clients. On va en passer le test ensemble pour que chacun ait accès à sa charte et puisse découvrir la base de sa mécanique pendant l'initiation et pendant l'atelier. Et il y aura aussi, bien sûr, j'ai prévu une base aussi, un e-book, pour que chacun puisse aussi, en amont, déjà peut-être avoir une introduction, ne serait-ce qu'à son type au vocabulaire, même si on le reposera ensemble pendant l'atelier. Il y a aussi un support, en effet, qui sera prévu pour que les personnes aient déjà un minimum d'introduction et pour poser les bases, voilà, de ce vocabulaire et de si c'est nouveau. Et il y aura une guidance, du coup, pour expliquer où aller chercher son schéma et ne pas prendre peur quand on le découvre. Du coup, ça veut dire que si moi j'applique des stratégies marketing qui marchent pas, est-ce que je peux t'en parler pendant l'atelier? Tu vas me faire un retour que vis-à-vis de mon archétype, par exemple, c'est normal que ça marche pas. Tout à fait. Oui, on pourra voir, du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une base de mécanique qui peut être, dans la globalité, marcher à peu près pour tout le monde selon les types. Mais après, bien sûr, c'est la mécanique de chacun qui va permettre de découvrir quels sont vraiment les potentiels de chacun et là où appuyer, là où la personne est bonne. Donc, en effet, en ayant la charte de la personne sous les yeux, je pourrais directement répondre aux questions et personnaliser la réponse à la personne en fonction de sa charte pour qu'elle puisse se dire, OK, bon, déjà dans la globalité, il y a une mécanique qui fait que je fonctionne comme ça, OK. Mais en plus, pour elle, il y aura des petites précisions, bien sûr, qui seront tout à fait possibles et que je pourrai donner en live pendant l'atelier. Donc, ça permettra d'avoir à la fois une dynamique de groupe selon, on va dire, la répartition des mécaniques de base qu'on a. Si on a, parce qu'il y a que 4 types, il y a 4 champs auriques. Donc, on verra si on a différentes auras, si statistiquement, justement, les auras les plus présentes sont là. On verra qui sera là, on va dire, au niveau champ aurique. Et du coup, après, on pourra aller découvrir plus en profondeur. Donc, c'est vrai qu'admettons, si on n'a qu'une aura présente, la mécanique de base en groupe pourra être vue assez rapidement. Et après, on aura vraiment finalement un temps pour personnaliser les conseils à chacun. Alors, quand je parle de l'aura, je parle du champ magnétique qu'il y a autour de nous, de cette énergie qu'on émane en fait naturellement et qui vient un petit peu nous englober. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, il y a une connexion qui se fait, c'est-à-dire qu'avant même qu'on discute, on commence à ressentir des choses. Ou quand on est à côté d'une personne. Et l'aura, en fait, c'est cette énergie un petit peu invisible qu'il y a autour de nous et qui fait que quand on se connecte à une autre personne, il y a déjà des choses, des informations qui circulent, en fait, qui entrent dans notre monde, en fait, et qu'on arrive, en fait, et qu'on réceptionne, en fait. C'est une histoire d'informations qu'on envoie ou qu'on reçoit énergétiquement. Mais en tout cas, l'aura, globalement, c'est ce qui émane de nous, en fait. C'est ce qui émane de nous. Et pour bien fonctionner chacun avec son aura, il y a justement une mécanique à comprendre et à conscientiser pour justement, comme une stratégie marketing, pour faire en sorte que son champ magnétique fonctionne bien, soit en bonne santé finalement et puisse être bien perçu aussi par les personnes autour. Alors pour commencer, déjà, ils peuvent aller sur le site. Alors je vais dire le site de Design Humain France, c'est plus simple, designhumainfrance.com. Il y a un autre site qui s'appelle Jovian Archive, mais bon, ça fait déjà un peu plus compliqué
à écrire donc designhumainfrance.com. Il y a sur le site un endroit où en fait vous pouvez obtenir votre charte, ce schéma corporel gratuitement grâce à vos coordonnées de naissance. Donc il faut aussi connaître son heure de naissance. Si jamais vous ne la connaissez pas, vous pouvez faire à peu près une estimation si c'est pas très précis. Disons que pour la mécanique de base, c'est pas gênant. Après, c'est plus pour les détails que ça va changer. Donc déjà d'aller chercher son schéma corporel qu'on peut obtenir gratuitement. Et après, ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'en français actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de ressources, on va dire, en ligne pour découvrir son type, etc. Mais au-delà de voir le schéma corporel, la première chose que je vous invite à regarder, c'est votre type. Donc, c'est-à-dire que sur votre colonne de gauche ou de droite, il y aura des caractéristiques, donc avec marqué type, autorité, définition, croix d'incarnation. Arrêtez-vous au type. Arrêtez-vous au type. Regardez si vous êtes générateur, projecteur, manifesteur, générateur, manifesteur ou réflecteur. Allez au moins commencer par votre type et après faites des recherches, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou après tout simplement sur Google pour découvrir qu'est-ce que ce type vous amène en fait comme aura autour de vous et comme mécanique de base. C'est toujours par là qu'on commence. C'est donc son schéma corporel, aller voir son type et son type vient avec une stratégie qui fait qu'on comprend notre mécanique de base et qu'on peut déjà commencer finalement à l'expérimenter parce que c'est ça que nous propose le design humain, c'est d'expérimenter les choses. C'est pas une croyance ou de je crois ou je crois pas en le design humain, c'est comment est-ce que tu expérimentes la vie en sachant ça.